À tous et à chacun, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette production Touchard sur HK6 Télévision émettant depuis la ville de Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga en RDC. Et donc Touchard d'aujourd'hui, cette émission ou cet espace est accordé à l'artiste photographe Georges Msenga. Pour la deuxième fois, il va donc participer dans cette émission et aujourd'hui, il sera question de parler de la photo d'art. La photo d'art, un concept qu'on va finalement contextualiser par rapport à l'évolution de la photographie dans le milieu congolais, mais aussi lié cela par rapport à l'art contemporain. C'est de ça qu'on va décortiquer justement dans cette émission Touchard d'aujourd'hui. Merci encore une fois de plus de nous regarder. Je m'appelle Georges Msenga, je suis photographe de Lubumbashi, né et grandi ici à Lubumbashi, dans la commune de Katouba, donc jusqu'à début 2000 où j'ai dû quitter la commune pour migrer vers le Golfe. Et j'ai commencé la photographie fin 2007 avec la Biennale de Lubumbashi, donc la première édition. Donc l'idée était de commencer avec des ateliers parce qu'on était tellement limité avec les cadres artistiques ici à Lubumbashi. Donc nous on était tous confinés à l'Institut français qui est l'Halle de l'Étoile et que avec les amis qui étaient déjà dans le milieu artistique, moi aussi je faisais partie du milieu artistique, mais je ne m'intéressais pas beaucoup à la photo. Et c'est avec cette première édition de la Biennale de Lubumbashi que j'ai décidé, à travers un atelier, de me lancer dans la photographie. Donc de 2007 à 2020. Donc mon parcours a pris plusieurs facettes. En participant d'abord dans des résidences d'artistes dans différents pays en Afrique, en Europe et le sud de l'Amérique. Et une de mes premières résidences en Europe, c'était au Wils, c'est un centre culturel qui est basé à Bruxelles. J'étais invité pour faire une résidence de 3 mois. Et le Wils au départ invitait que des artistes européens et américains et des autres continents. Et là, ils avaient décidé de créer un programme qui va être focalisé sur l'Afrique. Et j'étais le premier artiste, bon, je peux dire en termes artiste visuel, à être invité pour cette résidence-là. Heureusement, bon, je ne peux pas dire que c'est seulement la chance, mais c'est avec des projets avec lesquels je postulais qui correspondaient au lieu. Voilà, ça veut dire qu'à chaque fois quand je postule pour une résidence, j'ai déjà écrit mon projet, je me focalise sur un lieu, sur l'espace et j'ai besoin d'accéder à ces lieux-là pour produire une série photo et que souvent, bon, la plupart du temps ça marche et il y a d'autres appels à candidature qui ne marchent pas parce que c'est beaucoup de sélection, tu vois, c'est sur 2000, 3000 artistes. On doit en retenir 20 ou 5, voire même 2, ça dépend de la force du projet. Et depuis, je peux dire, depuis fin 2000, si je me rappelle bien, donc début 2017, donc j'ai décidé à poursuivre un parcours hors du Congo. Donc ça veut dire que j'ai décidé de m'installer hors du Congo, mais tout en gardant les navettes entre le Congo et l'Europe. Donc le premier pays que j'avais choisi, c'était l'Allemagne. J'étais là aussi dans un cadre d'une résidence et j'avais trouvé que c'était un pays intéressant, donc la diversité culturelle était très grande et qu'il y avait beaucoup d'opportunités, que ce soit en termes d'exposition ou des résidences d'artistes. Et bon, ça avait marché un peu et puis à un moment je me suis dit, bon, comme j'avais une famille ici à Lubumbashi, donc faire un cap au pays et réfléchir encore
sur le futur de ma carrière. Et c'est là que j'avais changé du Pays-Bas, donc de l'Allemagne aux Pays-Bas. Donc je suis officiellement installé aux Pays-Bas. Et j'avais aussi commencé avec une résidence d'artiste. Et là, j'ai au moins créé, si je me rappelle bien, 3 ou 4 projets. Donc, c'est un projet de collaboration avec un chercheur belge. C'est un chercheur de l'université d'Anvers, en Belgique. C'est un projet qui s'appelle Rebel Life. Donc ça a questionné un peu la vie des anciens enfants soldats en Ouganda. Comme j'avais déjà produit une série ici au Congo sur cette question des enfants soldats, et on avait décidé avec cet ami d'aller questionner encore ces problèmes-là dans le nord de l'Ouganda. C'est un projet qui a abouti avec un livre, donc un livre et une expo. Et du coup, ça fait partie de l'un des projets que j'ai créé quand je suis déjà installé aux Pays-Bas. Et ça avait très bien marché. Nous avons eu une expo l'année passée au FOMU, au Photomuseum d'Anvers. Et cette expo a été soutenue par le ministère des Affaires étrangères belge. Ils avaient décidé de montrer ces travaux-là aux Nations Unies, à New York, et aussi avec le Covid. Donc, si je vois bien le parcours de ce projet-là, donc il y a les Nations Unies à New York, et normalement ça devait être à Genève aussi, toujours dans le cadre du Conseil de sécurité, et puis ça devait être aussi à La Haye, donc aux Pays-Bas, Den Haag, et parcourir parce que les ambassades du Royaume de Belgique, mais avec le corona, plusieurs expos ont été annulés. Bon, pas annulés en termes que ça ne va plus exister, mais momentanément, quoi. Et à part ça, j'ai produit une série aussi qui s'appelle Le Vide. Je me rappelle bien, la première fois qu'on a fait une émission, on était devant une de mes séries photos sur les Volkswagen. Et j'ai produit aussi la seconde partie, parce que la partie qui était présentée ici, c'était rien que le Congo. J'ai produit encore la deuxième partie qui concerne le Brésil, parce que c'est donc dans mon travail, il y a toujours ces regards croisés entre société, identité, civilisation et tout. Et j'ai produit ça. Et puis après, je pense que j'ai déjà parlé sur les vides. Donc j'ai produit une autre série pendant 2 ans qui s'appelle Le Vide, mais c'était plus basé entre Kipushi, Likasi et Kolwezi. Et c'est une pièce qui fait 2 mètres, donc un peu comme celle de Volkswagen, qui fait 2 mètres sur 1,80 m. Et ça parle un peu des 4 périodes du Congo. Donc à la découverte du cuivre et du métal, jusqu'à la période contemporaine qui est aujourd'hui, j'essaie un peu de définir c'était quoi le rôle de la main pendant ces 4 périodes-là. Parce qu'on sait que la première période, c'était le Royaume Congo. Et puis après, il y a eu l'État indépendant du Congo, et puis le Congo belge, et puis le Congo actuel. Donc dans le Congo, dans le Royaume Congo, c'était la découverte. Donc la main-d'œuvre était plus utilisée, si j'ai bonne mémoire, pour l'exploitation et la transformation du métal. Donc on a produit des croisettes et tout. Et pendant la période d'État indépendant du Congo, il y a eu cette histoire avec Léopold II qui punissait nos ancêtres par rapport au quota journalier de caoutchouc et tout. Et le Congo belge, c'était la naissance de l'industrie avec une entreprise comme la Gécamine. Donc ils avaient aussi besoin de la main-d'œuvre qui venait de la Rhodésie du Nord, actuelle Zimbabwe, ou Rhodésie du Sud, du Rwanda, du centre du Congo, de l'Ouganda, de l'Afrique de l'Ouest, je pense. Et il y a toujours cette main qui intervient. Et pour cette période contemporaine, quand l'industrie a commencé à faire faillite, avec, si je suis plus focalisé sur la Gécamine,
Nous avons eu la jeune génération qui était attachée à la gécamine, qui connaissait la valeur du cuivre ou du cobalt. Dans une ville comme Likasi, exploiter le cobalt tout en arrachant des barrières, donc des portails des maisons, ou des tôles en cuivre, ou des couvercles d'égout. Après, ils se sont livrés en exploitant les carrières artisanales qu'on a maintenant. Et j'ai dû photographier les mains de ces creuseurs-là pour définir toute cette histoire. Donc, ça, c'est une des pièces qui a été aussi créée pendant toute cette période-là. Pour moi, je peux dire que la photo d'art, elle devient une photo artistique lorsqu'elle détient un discours. Tu vois? Et je ne peux pas dire que, je vais donner un exemple, je ne peux pas dire que les gens qui sont en place de la Fontaine, à la Poste, là, et ce ne sont pas des photographes. Non, non, ce sont des photographes, tu vois. Mais c'est juste que leur vision, donc on n'a pas les mêmes visions. Moi, j'utilise la photographie comme médium d'exprimer mes émotions ou mes idées ou des sujets qui peuvent être provocateurs ou je sais pas. Mais eux, ils utilisent la photo pour une documentation. Tu vois? Et que dans mon travail, il y a beaucoup d'archives. Et toutes ces photos d'archives, je les détiens auprès des familles. Ça veut dire que ces gens-là, qui sont par exemple à la Poste, ou quand on visitait des studios photos à la Cité, tu vois, font partie d'un processus artistique qui nous épaule à la création. Hein. Donc pour moi, je minimise personne, mais c'est juste qu'il y a cette différence de vision, parce que moi je suis plus dans un cadre conceptuel. Pourquoi? Parce que je commence avec un sujet, je prends mon temps pour faire des recherches, je dois lire des livres, je dois trouver des photos d'archives, je dois interviewer des gens. Hein. Et que dans ce cadre-là, moi je considère que là ça commence à prendre une forme et ça peut donner une lecture. Donc quelqu'un devant cette série photo de 15, 20 photos ou même 100, 1000 peut lire quelque chose, c'est pas un hasard. Il y a aussi la sélection des photos, je vois comment il y aura cette suite logique, je vois comment est-ce que cette photo, comment est-ce que la première photo peut donner un lien avec la deuxième photo ou la cinquième photo. C'est vraiment une écriture, quoi. Donc pour moi c'est comme ça. Qualité, là c'est plus l'aspect technique. Normalement on doit maîtriser une caméra, on doit maîtriser la lumière, tu vois. On peut, tu vois, il y a des photos instantanées. Ça veut dire que je vois une scène devant moi, et je me dis bon, c'est quand même bien d'immortaliser ça. Mais si on a déjà maîtrisé la technique, c'est ce qui va te permettre d'avoir une bonne qualité. Et ça dépend aussi des moyens. Il y a ces gens qui t'achètent des appareils photo qui te coûtent 50 000 €. Ça dépend du projet. Peut-être qu'il a besoin que ces photos soient imprimées sur, je ne sais pas, 50 mètres carrés. Et plus tu évolues dans ton travail, plus la demande elle devient plus forte. Moi j'ai commencé avec un Olympus, j'ai même oublié le numéro de série. C'était un Olympus d'un ami. Je faisais des photos, je ne faisais même pas des photos en RAW, je faisais des photos en JPEG. Et puis après, quand j'ai commencé à comprendre le métier, je me suis dit non, il faut faire des photos en RAW. Ce qui veut dire que si je fais mes photos en RAW, je peux quand même être à l'aise dans ma retouche, tu vois, des lumières, parce que c'est un grand format, je peux retoucher calmement et puis exporter en JPEG si j'en ai envie ou en TIFF pour avoir une bonne impression, pour avoir un bon tirage. Hein. Et que je dis que bon, la photo de qualité, bon, c'est un peu difficile à définir. Moi je pense que c'est juste qu'il faudrait bien maîtriser la technique, tu vois, et chaque projet est exigeant. Tu vois, par exemple là, je suis venu pour quelques semaines à la Bombashi, mais pour développer un projet, en même temps voir la famille, mais développer un projet. La semaine passée, j'étais à Manono. Et l'idée du projet que je suis allé développer à Manono,
l'exigence de ces projets-là m'a demandé d'utiliser un drone. Voilà. Parce que ce que je veux, c'est qu'il y ait dans ma tête l'image que j'ai du produit fini. Il faudrait que j'ai un drone pour avoir ces photos-là. Voilà. Et du coup, je n'ai pas utilisé ma caméra, j'ai utilisé un drone pour faire des photos. Voilà. Ça veut dire que chaque projet a ses exigences. Voilà. Donc, et ça dépend aussi, tout ça commence par la volonté de ce que tu as vraiment envie de faire, comment tu as réfléchi sur ton projet, tu as besoin que ce soit dans quel format, tu as besoin que ce soit présenté comment, qu'est-ce que tu veux montrer aux gens, tu vois. Moi, tout ce que je voulais, ce sont des maisons d'architecture, mais des vieilles maisons, des vieilles maisons abandonnées, des très belles maisons de l'époque 1930-40, mais qui appartenaient à la géomine, tu vois. C'était un collectif de géologues qui ont commencé à exploiter l'étain et castérite à Manono, tu vois. Mais c'est des vieilles maisons abandonnées, et moi, quand j'ai vu les images, je me dis, ok, j'ai pas besoin d'être devant cette maison-là pour faire des photos avec mon appareil. J'ai besoin que ces maisons-là soient, que je peux manipuler avec. Le seul truc, c'est que j'ai besoin de les rendre plus petits, comme ça que ce soit comme des Lego, par exemple, tu vois. Comme ça, je peux manipuler, je peux me créer un quartier, je peux... Ouais, c'est un peu... Donc, chaque projet a ses exigences. Ouais. Bon, ici à Lubumbashi, bon, je peux dire au Congo, par exemple, si on va à Kinshasa ou à Goma, il y a des collectifs, il y a des centres d'art. Donc, ça reste quand même dans des milieux avec des gens qui comprennent, qui comprennent l'art. Et le grand problème, c'est la production. Tu vois, comme j'ai dit, j'ai fait le vide. Je suis allé dans une carrière de creuseurs artisanaux. Et pour eux, débarquer là-bas et faire des photos rien que de leurs mains, c'était, bon, peut-être c'est un occultiste, qu'est-ce qu'il va faire avec nos mains. Et du coup, j'étais obligé de faire un premier tirage pour eux. J'ai imprimé sur bâche, classique, je sais pas quoi, à Colosie, j'ai imprimé ma photo sur 2 mètres carrés, j'ai fait fabriquer un support métallique. Je lui ai dit, écoutez, tout ça, c'est ce que je veux montrer. Tu vois. Et du coup, le rapport a changé. Du gars qui a débarqué en faisant des photos de nos mains, on ne sait pas si c'est un occultiste, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Du gars qui, ah ouais, quand même, nos mains sont foutues, on fait du bon travail, on est fatigué. Tu vois. Ça a quand même révolutionné l'idée, ça a élargi l'esprit. Et que, bon, moi je pense que c'est tout un processus jusqu'à ce qu'ils vont nous accepter. Tu vois. Combien de photographes ou bien combien de gens me connaissent en tant que photographe? Ils ne me connaissent pas en tant que photographe. J'ai fait langue et affaires à l'Université de Lubumbashi. Mes collègues avec qui on a étudié, ils savent que c'est un linguiste, tu vois, mais quand ils me découvrent dans la photo, mais quand est-ce que toi tu fais la photo? Mais ma base de linguiste me permet d'avoir un discours par rapport à mon travail, tu vois. Je ne néglige pas ce que j'ai étudié à l'université. Et c'est ce qui me permet même d'écrire, tu vois, sur mon travail, de trouver les discours, de réfléchir encore plus. Il y a toujours... donc ça se complète. Ça, c'est ma propre expérience, mais pour dire que c'est encore difficile d'être accepté ou de partager avec les gens, de discuter. Comme ça, on discute, on pose des questions, je t'explique. C'est pas tout le monde qui a aussi cette opportunité-là. Mais tandis que, bon, ailleurs, ils ont déjà commencé avec l'art contemporain, tout. Il y a des espaces pour exposer, il y a des lieux pour faire des conférences, il y a des artistic talks, il y a des conversations entre artistes sur un sujet. Donc, et les gens ont tout le temps cette information qui tourne autour, quoi. Bon, je peux dire que déjà par simple définition, on sait que la photo c'est l'écriture avec la lumière, tu vois. Et moi, je peux dire, par ces concepts créés, je peux faire référence à un écrivain aussi, tu vois, qui veut publier un livre, ou qui veut écrire un roman, ou qui veut, je sais pas, faire un journal. Quand je parle de créer, parce que ça se réfère à un concept personnel. Ce n'est pas seulement avoir mon appareil photo et se promener dans la ville et commencer à shooter. Donc c'est plus cet aspect personnel
à la fois intime, tu vois. Il y a de ces photographes qui exposent leur famille, tu vois. Il y a de ces photographes qui font des photos de nus. Il y a de ces photographes qui vont voir des féticheurs pas pour se choper des gris-gris, mais pour documenter leur vie, par exemple, tu vois. Et ces processus-là, donc c'est avant d'appuyer sur le déclencheur. D'abord, c'est personnel, donc c'est à l'intérieur de soi-même, et puis ça sort, c'est ça la création. Ouais. Ça veut dire que, bon, il y a des gens qui peuvent mettre une banane et dire que c'est une pièce, tu vois, c'est une œuvre d'art. Donc, ouais, l'image est là, l'image existe, mais c'est l'image en mouvement, tu vois, c'est du réel. Moi, j'ai dit souvent que la plupart des gens pensent plus au futur et au passé. Mais ce qui se passe là, c'est la réalité, tu vois. Or, la réalité, elle est super intéressante. Hein. Ça veut dire que c'est ce qu'on vit là. Tu es juste à côté de moi, tu vois, ça c'est le réel. Après ça, le seul outil qui nous permet d'immortaliser ces moments, c'est la vidéo, tu vois, qui est là. Donc, cette conversation entre moi et toi, c'est une création, quoi. Ça a été bien planifié, bien programmé, il y aura un montage, il y aura tout ça fait partie de la création. Projet que je suis en train de développer en ce moment, donc je suis en résidence à la Villa Médicis, donc à Rome, pour une année. Ça s'appelle l'Académie de France à Rome. C'est l'une des grandes résidences en Europe et c'est une sélection vraiment très difficile. Et que moi j'avais postulé pour cette résidence-là parce que j'ai tellement fait, j'ai tellement exposé et créé plus dans des cadres d'exposition ou d'être dans des livres collectifs. Et moi j'ai voulu aussi produire un livre, moi. Donc sortir un livre photo qui aura plusieurs collaborations. Ça s'appelle Comment un petit chasseur païen devient prêtre catholique. Donc en 2017, j'avais rencontré une amie, on se connaissait déjà avant, c'était pendant la Biennale de Lubumbashi aussi. Elle est venue me voir parce que j'étais photographe en me disant que son père fut photographe. Et il était prêtre catholique. Bon, déjà, moi ça m'a tiqué, je me suis dit ok, bon, prêtre, père des familles et tout. Et il est décédé en 89, il a laissé derrière lui plusieurs diapositives. Comme archive chez lui à la maison de ses voyages. Voilà, de ses voyages en Europe, au nord de l'Afrique, en Tunisie, au Maroc, à Rome, en Suisse. Et du coup, moi, j'ai demandé à la famille si je peux utiliser ces diapositives-là pour produire un travail avec mon propre regard en tant que photographe. Donc, ce ne sont pas mes images, mais moi, j'ai fait la rélecture. Lui, c'était un photographe, il faisait des photos, mais c'était plus une collection privée, des moments de sa vie qu'il gardait, tu vois, c'est des moments vraiment intimes. Donc, il gardait et que on voit que ça ne pouvait même pas être exposé ou il ne voulait pas que les gens le voient. Et du coup, moi, je suis en train de revisiter cette série photo-là. Et pour produire un livre qui aura 3 parties. Donc une partie historique, donc je suis à Rome pour des recherches à la bibliothèque de Père Blanc, voilà, parce que lui il est des Congolo, donc il était des Congolo et puis après il a quitté Congolo pour aller à l'Europe et après bon, entre Congolo et Kassongo c'est pas très loin. À Kassongo il y avait les Arabes et puis les missionnaires sont arrivés là-bas avec les Belges, donc il y a eu cette influence-là du christianisme sur Congolo et tout. Donc ça va être une partie des collaborations avec une amie archéologue. C'est ce qui m'intéresse plus à être basé à Rome en ce moment, parce que je dois révisiter leurs carnets de voyage, des photos d'archives, ça va être cette partie. Et la deuxième partie que j'appelle carnet de voyage, c'est la partie qui va plus être focalisé sur ces diapositives à lui. Donc je vais faire une rélecture avec aussi, je veux chercher un collaborateur, écrivain, mais
qui écrit plus dans la fiction. Un écrivain congolais, mais qui connaît un peu nos réalités du Congo, mais qui écrit sur la fiction pour donner notre discours au travail. Et la troisième partie va être entre deux, donc ça va essayer un peu de définir sa vie en tant que prêtre catholique, sa vie en tant que père des familles, mais aussi accompagner des photos qui ont été prises après sa mort. Il est décédé en 89, mais sa famille ou ses enfants, ses petits-enfants, ses frères et tout. Il y a toujours des photos qui tournent en rond. Ça veut dire qu'il peut y avoir une fête de mariage, une fête de baptême. Question de continuer son regard à travers les yeux des autres photographes. Donc ça va être un grand livre, ça c'est juste une petite synthèse. Donc je suis vraiment concentré sur ce projet en ce moment. Et un autre projet de 2 ans déjà, je travaille à Kasongo, et trucs, là c'est aussi un livre, mais de collaboration. Ça s'appelle À la recherche des Arabo-Swahili. Je suis allé visiter Kasongo, Tongoni, avec l'histoire des typotypes. Les Arabes qui sont venus là-bas, c'est un travail de collaboration qui va aboutir à un regard entre la photographie et l'archéologie. Donc c'est un peu... Là, je suis concentré sur ces 2 projets en ce moment. Alors, mesdames, messieurs, après la partie préambule, on va vous laisser suivre cette partie artistique talk avec l'artiste Georges Msenga qui va faire une présentation de son projet. D'ailleurs, qu'il a expliqué de façon synthétique justement dans cette émission, dans la partie préambule. Alors, je vous convie donc à suivre cette partie talk, artistique talk avec l'artiste Georges Msenga dans cette partie pensée artistique pour les comptes de l'émission Touchard. J'avais trouvé ce titre sur une page de la biographie du prêtre quand il est rentré au Congo. On avait une petite biographie et que sur ce lieu il y avait ce titre-là. Donc parmi les photos, où on le voit, c'est le comptable dans la savane. Et cette bio lui définit dans ses archives. Il a pu photographier dans une période difficile par rapport au voyage. Il y a eu quand même des photographes personnels, pas seulement attachés aux médias ou aux maisons de publicité. Vos questions sont les bienvenues. Aider à trouver des tâches. On vous laisse encore de son prénom Dominique, ma charme ya Martinique, mais exemplaire unique, bombe anatomique, na lolenge magnétique, asile singa illogique, et bien a commis fanatique, oyo charme. Les alliés qui méritent palme, démarche naïe calme, Hollandi autant ici l'arme. Je pense que les téléspectateurs ont suivi attentivement cette partie de présentation de ce projet. En conclusion, pour aujourd'hui, c'est quoi le petit mot à lancer à tous les téléspectateurs? Déjà, j'en remercie parce que moi je pense que c'est une très belle opportunité d'avoir une émission comme Touchard ici à Lubumbashi. Parce que nous, on fait partie du cadre artistique, donc on a le centre d'art, il y a l'Institut français, il y a des institutions, mais pour avoir quelqu'un comme toi qui va vers les artistes pour leur donner une parole, c'est vraiment magnifique et je peux vous dire que merci. Merci. Le plaisir est partagé. Merci. Vous pouvez laisser vos coordonnées ou...
Oui, je peux. Donc, mon numéro de téléphone, c'est plus 243 081 205 2022. Et mon adresse email, c'est georgesenga@gmail.com. Les rendez-vous est fixé pour le mois prochain ou l'année prochaine pour les téléspectateurs? Bon, ça dépend parce que nous savons tous que le monde est en train de pédaler. Ouais. Et que bon, si tout va bien, peut-être l'année prochaine, entre avril ou mai, je peux encore faire. Ça sera déjà fini. Pas pour le projet que je travaille en ce moment, mais pour d'autres expos ou d'autres projets, je me suis déjà engagé. Nous disons merci d'avoir participé dans cette émission et surtout d'avoir accepté l'invitation des Touchards. Merci beaucoup. Et merci également à vous, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Restez-y et passez-y une excellente soirée sur HK6 Télévision. Bye bye. Reneka la la la, la beauté atomique de ma bombe anatomique m'a inspiré ce tango pour Dominique.